Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 14e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. On est à J-5 de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Dernier réglage pour le 11 national qui a effectué cet après-midi sa 7e et dernière séance au Togo avant de rallier Bako dans 2 jours. L'équipe nationale de handball sous la houlette de Farouk Dhili en stage à Ain Taïa. On fera le point sur la séance d'entraînement de l'après-midi. On parlera également de judo avec le championnat national par équipe à la salle Harsha durant 2 journées avec notre envoyé spécial Sid Ahmed Bouraïb qui fera le point et puis le tour d'horizon des différents championnats collectifs. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono. Aujourd'hui, c'est une émission à huis clos. Nordin Hani, bonsoir. Bonsoir Mortar, bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis. C'est des fois bien le huis clos. Ouais. Donc on peut dire ce qu'on veut dans le huis clos. Alors on a tout, on a le journaliste, on a 2 consultants, vous et Badardine Belhadjouja. Badro, bonsoir. Bonsoir Mortar, bonsoir Nordin et bonsoir Sid Ahmed. Très content de renouer contact avec nos téléspectateurs. Voilà, comme chaque lundi, ils sont nombreux à nous encourager et surtout nous suivre. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir tout le monde et j'espère qu'on va passer un bon moment. Voilà, un très bon moment, Inch'Allah. Beaucoup d'événements, notamment les 2 Coupes d'Afrique des Nations, celle du football et du handball, qui vont se dérouler en même temps. L'une à Bakou et l'autre au Caire, en Égypte. Ben écoutez, c'est 2 disciplines qui représentent le tout. Hein. Le football, d'abord, c'est un sport populaire, donc il a sa notoriété. Puis le handball, c'est une discipline qui a donné beaucoup de satisfaction aux Algériens, qui depuis une décennie est tombé dans les abysses, et on aimerait bien que ça repart. Ça a mal démarré avec l'éviction de Salah Bouchkriou. Oui. Et là, donc, comme je vous le disais la dernière fois, nul ne peut déterminer un objectif. On ne peut pas, et je pense que Badro est d'accord avec moi. En un mois, on ne peut fixer aucun objectif. Voilà, en un mois, c'est difficile de fixer des objectifs, notamment quand on change d'entraîneur, mais on restera toujours derrière notre équipe nationale. Vous êtes certainement du même avis, Badardine Belhadjouja. Oui, je suis d'avis avec Nordin, certainement. On ne peut pas fixer un objectif en changeant l'équipe technique à un mois de l'échéance. Maintenant, on leur souhaite quand même de bons résultats pour ce championnat d'Afrique. Et vous savez, c'est scientifique. On peut changer à partir quand il nous reste un macrocycle. Un macrocycle, c'est quoi pour que nos téléspectateurs comprennent? C'est un entraînement d'une année. Ouais. C'est là où on peut réellement poser des assises, faire une préparation physique et technico-tactique convenable pour aller vers ces échéances. Alors que le paradoxe est flagrant et est énorme, Nordin Hani, sur le plan individuel, sur le plan intrinsèque, nous avons de grandes individualités, mais pas encore d'équipe. Mais c'est vrai, on a toujours dit, le handball a sa patte, que ce soit au niveau des seniors, au niveau des catégories de jeunes. On a des joueurs qui se sont formés ici en Algérie et qui ont été dans des clubs européens, dans des clubs professionnels ou bien dans les pays du Golfe. Mais je ne peux pas concevoir qu'en un mois, un entraîneur puisse changer la façon de jouer, parce que chaque entraîneur a une façon de jouer, a une politique. Donc Salah Bouchkriou avait commencé, et ça marchait bien avec lui. Il avait battu l'Arabie Saoudite par 2 fois, et puis tout d'un coup on décide de le changer. Il y a un entraîneur qui vient et qui promet qu'il va emmener loin de cette équipe. Moi, je suis quand même... j'ai fait des études dans ce domaine. Soit on m'a mal enseigné à l'époque, en me parlant de macrocycle, comme disait Badro, soit c'est une nouveauté, un entraîneur qui arrive et qui va, s'il y a des résultats, ce ne sera que la grinta des joueurs. Grinta des joueurs sur le plan individuel, Badro ? Oui, je voudrais rajouter autre chose, c'est-à-dire chez nous, entre techniciens,
On n'a pas cette culture de passation de consignes, comment l'ex-entraîneur partant a travaillé. Pour assurer la transition, puis, oui. celui qui succède, il va faire selon... il va programmer le reste de Dans la préparation continuité, oui. et il assure une continuité. Ça, malheureusement, on n'a pas cette culture de technicité et c'est malheureux. Bon, on espère quand même qu'il jettera coup d'œil, qu'il va discuter avec les athlètes les plus sereins, les plus intelligents pour en tirer un maximum d'informations de ce qui a été fait par l'ex-entraîneur. Les enseignements du stage du Qatar? Bah, écoutez, c'est un stage qui est venu brusquement comme ça. Tout d'abord, il faut parler de l'apport moral. C'est des joueurs qui étaient habitués à s'entraîner avec Salah Bouchkriou. Donc ils ont pris des Justement, habitudes. la question, est-ce qu'ils se sont adaptés à Farouk Daily ou bien ils le connaissent parfaitement bien? Ça, personne ne Est-ce peut, qu'ils ont accepté le changement? personne ne peut le dire. C'est dans la tête. Bon, j'ai écouté... Selon Farouk Daily, que j'ai eu hier au téléphone par Donald Dinani, qui devait être avec nous, la réaction a été bonne, donc celle des joueurs. Les joueurs ils peuvent avoir une réaction bonne parce que c'est le nouvel entraîneur qui arrive. Oui. Donc ils ne vont pas avoir le courage de dire que non, Ils vont on était l'accueillir, oui. bien, on l'accueille ou on ne l'accueille pas. Tout va se jouer au niveau de la tête. Oui. Comment il va réussir à les remotiver? Parce qu'il y a eu un vide. Quand Bouchkriou est parti, les joueurs ne savaient plus à quel sein se vouer. Donc ils étaient livrés à eux-mêmes. Bon, maintenant il y a eu le stage du Qatar, il va y avoir le stage, là bientôt, des 2 matchs avec la Guinée et la Tunisie. Mais est-ce que ce sera suffisant? Surtout que... Deux handballs différents. Ah, Tunisie, oui, on avait la chance d'avoir, pour une fois, un groupe plus ou moins à notre portée. Oui. Donc le Gabon, la Libye de Reda Zegiri et la troisième équipe, et le Maroc. Le Maroc, oui. Voilà, donc C'est le premier on match. pouvait à la limite être premier ou deuxième dans ce groupe. Oui. Mais là, la Libye s'est bien préparée. Oui. Ils sont en stage depuis longtemps. Ils ont 2 entraîneurs qui connaissent bien le handball algérien. En l'occurrence, Zegili et Khater sont son adjoint. Donc ils peuvent nous poser des problèmes. Le Maroc nous a déjà posé des problèmes. Ils nous ont déjà battus. Et puis, donc, on va peut-être passer au second tour. Mais après, même si on ne rencontrera pas l'Égypte et la Tunisie, il y a des équipes qui ont travaillé, contrairement à nous. Ouais. Le Cap-Vert, par exemple. L'Angola. Et c'est des équipes qui n'ont On pas aura plusieurs arrêté. surprises selon vous durant cette CAN? Mais Il y aura j'espère- des surprises? Il va y avoir des surprises. L'Égypte est loin devant. C'est clair. Vient après la Tunisie, qui est à peu près à notre niveau, parce qu'il y a eu un changement d'effectif au niveau de la Tunisie. Ils n'ont plus ils sont en train de préparer une équipe. Mais maintenant, c'est nous-mêmes qui nous sommes créés des problèmes. Avec tout d'abord ramener une équipe B, puis l'équipe B va jouer des matchs, ensuite on enlève l'équipe B, on ramène ça à la Bouchkriou, il va faire un championnat arabe, il va faire un tournoi en Arabie Saoudite, puis on enlève ça à la Bouchkriou. Donc c'est des perturbations internes. Il faudra s'en vouloir qu'à nous-mêmes. C'est nous qui avons créé ce déséquilibre au niveau de l'équipe nationale algérienne. Maintenant, comme on est des Algériens, on aime bien notre pays, on aimerait bien que les résultats effacent tout ce qui s'est passé. C'est ce qu'on espère. En tout cas, il y aura un point de presse et une zone mixte pour demain, donc demain mardi. Et puis en plus, est-ce que Dehi a été ramené pour une longue période? Il y en a marre du bricolage. Or, Dehi, il a un contrat avec une équipe qatari Au Qatar, oui. qui a accepté de nous le prêter. Ouais. Donc je ne vois pas pourquoi on fait ramener Dehi pour un prêt. C'est même pas du court terme, c'est du... C'est un championnat d'Afrique et il repartira au Qatar. Donc, En plus, on n'a pas pris connaissance de la nature du contrat entre Dehili et la fédération. c'est un prêt, puisque
ils ont demandé, si les Qataris avaient refusé, il n'aurait pas pu être entraîneur national. Et ce qui est en avant, c'est de perdre cette génération de joueurs talentueux et de joueurs forts, j'allais dire, sur le plan physique. Eh ben oui, certainement. C'est tout ce que vient Et de ne pas en dire. profiter pour décrocher des titres, surtout. Ah bah oui, et tout ce que vient de dire, toutes ces perturbations qui viennent d'énumérer notre ami Hanni sont justes, et puis il a totalement raison. La préparation a été perturbée par pas mal de choses. Maintenant, deux paramètres que doit prendre le nouvel entraîneur d'Hili, c'est d'essayer de capter un maximum, d'avoir un maximum d'informations de ces joueurs par rapport à ce qu'ils ont fait auparavant avec l'ex-entraîneur, et deux, travailler le mental. Travailler le mental parce qu'il y a matière, comme vient de le dire notre ami Hanni, il y a matière à construire une équipe d'avenir. Donc il faudrait quand même, pourvu qu'il y ait un entraîneur à long terme, qu'il y ait stabilité technique et stabilité aussi administrative. Oui. Elle est importante. Oui. Et avec une vision, bien sûr. Il y a aussi quelque chose que je voudrais soulever, et ça me désole. Pourquoi, pour le football, on est en train de tout faire pour amener les supporters à aller supporter l'équipe algérienne? Pourquoi on ne ferait pas la même chose pour le ça serait handball? bien pour le handball. Il y a des également. gens qui seraient intéressés pour aller supporter leur équipe Non, nationale. parce qu'en Égypte, il y a beaucoup d'Algériens qui résident, mais ce n'est pas une raison. On doit... Il y a des vols qui vont être organisés à partir de l'Algérie pour l'Égypte. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites pour permettre aux supporters qui sont intéressés d'aller voir leur équipe nationale de football, leur faire des facilités. Il y a même des réductions au niveau des avions, au niveau... 50% pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose pour le handball? Et il en a besoin, justement. Surtout en cette période, donc de vache maigre, j'allais dire, pour le handball algérien. On reste avec la petite balle pour parler cette fois-ci du niveau national et du championnat. 10e journée excellence, donc 10e journée du championnat excellence. C'est Ahmed Bouraïb. Exactement. Et ce week-end, on a couvert un match à Bouzaria. C'était entre le MC Alger et le AB Barika. Une chaude empoignade, un match très serré. Le Mouloudia l'a emporté de 3 points de différence, 29 à 26. Plus de détails dans la couverture de Sami Hachichou. Au forceps, le MCA tente tant bien que mal de rattraper le retard. Sur le Mouloudia a très mal commencé la saison. On n'a pas fait de préparation. Je ne cesse pas de répéter ça. On n'a pas joué de matchs amicaux. Le Mouloudia a perdu 10 joueurs. La saison passée, il y a des joueurs qui sont partis. C'est pas facile. On a des joueurs U21. On a des joueurs qu'on a récupérés, mais certains sortent de blessures, certains sortent de mauvaise préparation. Il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas joué pendant une saison. C'est très difficile pour être compétitif. Face à l'AB Barika, les Mouloudéens devaient dès le coup d'envoi coller un adversaire redoutable, même en déplacement. Le début de la rencontre a été marqué par une rivalité. Chaque équipe se donne à fond sur le terrain. Les joueurs du MCA ont démontré une coordination exceptionnelle, mettant en œuvre des tactiques réfléchies pour transpercer la solide défense de Barika. À chaque fois que le Mouloudia marque, l'adversaire revient au score. Le mano à mano a duré jusqu'à la fin de la première mi-temps et se termine par un nul de 12 à 12. Deuxième période, les locaux enchaînent avec des tactiques calculées et arrivent à prendre un avantage de 5 points. Les visiteurs pour leur part ne cèdent pas facilement, mettant en place une résistance féroce et arrivent à égaliser. Vers la fin du match, chaque but marqué pour les deux formations était un exploit. Chaque arrêt de gardien faisait monter l'adrénaline. Au final, les Algérois ont réussi à conserver leur avance et remportent le match avec un score de 29 à 26. Victoire bien méritée. بالنسبه للمقابله هذه كانت مع منافس مباشر وتوقعات اللي كنا مدايرينها هنا خرجت العكس نظرا لسوء الظروف الماليه والاصابات يعني كنا متوقعين اننا نربحوا بالنتيجه بنقطتين
ولكن قدر الله ما شاء فعل، يعني نقولوا الحمد لله، وماهيش هذه المقابله راح تحبسنا ان شاء الله، والمشوار مازال بعيد، وحنا هدفنا هو البقاء، وان شاء الله نحققوه. والسلام عليكم. Première victoire du Mouloudia d'Alger, cette fois-ci face à l'équipe de Barika. Les résultats complets avec vous, Sid Ahmed Bouraïb. Et donc, résultat complet de cette 10e journée dans le groupe A, le CRB Mila s'est incliné à domicile face à l'ES Ain Touta 27-28. Le HBC El Biyar s'est imposé à domicile 30-27 face à l'Olympique El Oued. L'Olympique de Marnia s'est imposé face au MM Batna 28-21. ES Arzou 19, CHB 0 17, MC Saïda 25. Olympique Annaba 26, IC Ouergla 30, ES Constantine 19. Au classement, le CRB Mila est leader avec 18 points, suivi de l'ES Ain Touta 17 points et le HBC El Biyar 16 points. Le MB Batna est dernier avec 1 point. Pour le groupe B, la rencontre CR Borj Boaleri JS Skikda a été reportée. Comme on l'a vu, le Mouloudia d'Alger s'est imposé face à l'AB Berika 29-26, MC Wetlilet 24, Metlili Chamba 20. MR Borj Boalerij 28, CS Bir Mourad Raïs 21, NRKGA 25, GSAWA 30 et Alger Centre 24, Chelroum Laïd 29. Au classement, la JS Skikda est leader en compagnie du MB Borj Boalerij 18 points. Le MC Wetlilet est juste derrière avec 14 points, alors que l'Olympique Metlili, le CRB BE Alger Centre sont derniers avec 2 points seulement. Le NRKGA, c'est Sonelgaz. Logique domination du trio du groupe A, Mila, Ain Touta, El Biyar, et Skikda, Borj Boalerij, Wetlilet pour le groupe E, Nordin Hani. Absolument. Donc, il faut rappeler que pour Mila, c'est sa première défaite de la saison. Hein. Elle a aligné 9 victoires consécutives, Mila. Et là, il jouait contre Ain Touta, 2 équipes qui se valent. D'ailleurs, le score l'indique. Un petit but d'écart pour Ain Touta. Ain Touta qui va aller en montant, on l'avait vu. Hein, Ain Touta contre l'équipe, donc la fois où on avait fait passer donc, le direct. Et El Biyar, c'est une équipe qui arrive doucement. Il faut rappeler que Ain Touta est à 1 point de Mila, mais qu'elle a un match en retard. Hein. Elle a un match en retard, oui. Donc elle peut prendre la tête. Voilà, donc sinon, pour le reste, c'est la grosse déception, c'est le MB Batna, une équipe qui était revenue en force. Oui. Rappelez-vous, Batna qui avait été championne d'Afrique il y a quelques années de cela, Batna qui est revenu en force la saison dernière, et puis donc qui cette année n'a pu réaliser qu'un match nul sur les 9 rencontres qu'elle a jouées. Dans le second groupe, c'est les équipes de Borj qui dominent, avec Skikda bien sûr, la grande école de Skikda, oui. qui elle aussi stable, n'a encore perdu aucun match. Borj Boalerij, le MBB, n'a aussi perdu aucun match, donc ça va être un mano à mano entre ces 2 formations. Le CRB Borj Boalerij et à la 4e place avec 2 matchs en moins. Et la grosse surprise, c'est l'équipe qu'on avait vu jouer donc contre Ain Touta. Ouais. C'est Wetlilet. Wetlilet, une équipe qui fait un bon début de saison. Qui est composée de joueurs du cru. Donc il n'y a pas de gros salaire, parce que vous avez vu l'entraîneur de Barika quand il a parlé, la première chose qu'on dit, on ne dit pas les joueurs ne sont pas prêts physiquement, on parle tout le temps de problèmes financiers. Et quand on voit un championnat avec 24 clubs, moi j'ai vu le temps qu'a mis Sid Ahmed pour donner les résultats. Ouais. Ça prend presque le tiers de l'émission. La place d'une autre discipline. Absolument. Voilà, ça veut tout dire. Et puis bravo au Mouloudia d'Alger, une équipe qui a mal démarré et qui revient donc grâce à Dalaoussi et Mohamed Srer, 2 anciens du net, et qui sont en train de faire du bon travail, mais qui n'ont pas eux aussi les moyens nécessaires. Badro, on a écouté Sofiane Dalaoussi, entraîneur du Mouloudia d'Alger, au micro de Samia Chichou, parler surtout que l'équipe est en train de subir actuellement le mauvais départ dû essentiellement aux problèmes financiers, donc c'est difficile de rattraper le retard.
Très difficile, mais faisable sur la longueur de l'année. Hein. Vous voyez, Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ouais. Oui, quand on débute mal la saison, quand on ne fait pas une bonne préparation physique générale, ça se répercute soit par des blessures, soit par la baisse de rythme pendant les compétitions et puis on perd certains matchs. Ça, c'est automatique. Mais il y a une solution, si vous voulez, qui vient en secours, on travaille dans un mésocycle, en moins 1 à 2 séances par semaine, si vous voulez, sur le microcycle d'une semaine. On travaille 1 à 2 séances. Il va falloir bien les placer pourvu que les joueurs soient motivés pour venir faire ces séances, surtout s'ils sont pas payés, ça c'est une autre paire de manches. Ça peut se rattraper à travers le temps. Ça peut se rattraper en 2-3 mois. Donc opération sauvetage pour l'équipe du Mouloudia. Le gros problème pour le Mouloudia, c'est qu'ils ont aussi perdu énormément de joueurs. Oui. Et puis, ils sont dans une SPA, un club où il n'y a pas encore une gestion. On a vu hier, ils devaient faire leur assemblée, et ça a été annulé parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, tous ces problèmes-là, au niveau de cette équipe du MCA se répercute sur les résultats, sur le rendement de toutes les autres disciplines. Chez les dames, on aurait remplacé les buts par des paniers de basket? Alors là, c'est la catastrophe. Donc notre champion arabe en titre, le Handball Club d'El Biar, qui est une équipe qui travaille, qui progresse, a joué contre une équipe de Constantine, 70 buts. Excusez-moi de ce chiffre, mais ça démontre un petit peu qu'on est en train de faire n'importe quoi. Contre 15 buts, 70 buts, un match dure 60 minutes. Oui. Donc on a marqué un but en moins d'une minute. Ouais. Que voulez-vous que ces filles-là apprennent? Comment voulez-vous qu'elles se développent quand il n'y a aucune opposition? C'est la première fois où je vois un match. Vous savez, dans le championnat de basket, dans le championnat féminin, j'ai vu des scores 40 à 30. J'ai jamais vu dans le basket, où un panier vaut 3 points ou 2 points, on n'est pas arrivé à 70. Et là, au handball, on arrive à 70. Je pense que en voyant ce résultat, ça veut tout dire. On reste sidéré, et on ne veut pas que ce handball progresse. Voilà, espérons que viendra le jour où on pourra réagir face à cette situation. Voilà pour le handball. Juste un truc pour le handball, si vous permettez. Oui. J'ai reçu un appel téléphonique aujourd'hui. Il y a 2 ans de cela, si vous vous rappelez, on avait parlé d'un joueur qui avait un problème de logement. Il s'agissait de l'ancien international Galez Slimane, que tout le monde connaît. Ouais. Il a joué au Serbie, à la gendarmerie, en équipe nationale. Il s'est fait expulser de son logement à Bellecour. Ouais. Et nous, on avait lancé un message. Et beaucoup de gens l'ont aidé par la suite. Et il m'a appelé aujourd'hui pour vous remercier, pour remercier l'émission et pour remercier tous les gens qui l'ont aidé depuis quelques mois. Il a un appartement à Sidi Abdallah. Donc voilà, le message de Galès, je le transmets à tous ceux qui l'ont aidé. On est là et vous êtes surtout là, vous faites du très bon travail, notamment avec votre génération d'anciens joueurs. Voilà pour le handball. On passe au volleyball. Sid Ahmed Bouraïb, là également, on parle des messieurs, 7e journée de la Nationale 1. Exactement, et cette journée, on a couvert un match entre le POC Chlef et le Mouloudia d'Alger. Deux grandes écoles, oui. Exactement, et ces derniers l'ont finalement emporté par 3-7-1. Les 2 premiers sets étaient très serrés. Le POC a empoché le premier 29-27. Le Mouloudia a empoché le deuxième set sur le même score de 29-27. Ensuite, le Mouloudia a pris ses aises et a remporté les 2 derniers sets 25-21 et 25-16. Voilà, et ça rappelle des souvenirs à Nordin Hani qui a commenté la finale de Coupe d'Algérie à une très belle salle. Superbe salle et c'est dommage que cette équipe du POC Chlef, parce que le jour du match, j'avais discuté avec les responsables du POC Chlef. C'est une école de volley et ils ont énormément de problèmes financiers. Donc on tourne
qu'autour des problèmes financiers. Le sport On n'a fait algérien, que ça cette saison. le sport algérien ne pourra plus progresser tant qu'on n'aura pas mis des statuts conformes. Qu'est-ce qu'on veut du sport algérien? Est-ce qu'on veut qu'il soit professionnalisé? Est-ce qu'on veut qu'il soit amateur? Il faut choisir. Et là, on reste. Il est professionnel officieusement et il est amateur officiellement. Donc, ça ne pourra pas marcher. Et tout le monde, il n'y a pas un interview où je n'ai pas entendu soit un responsable, soit un joueur, soit un entraîneur parler en premier des problèmes financiers. Il y a une certaine période, ça avait son charme, Nordin Hani, de parler des championnats, de couvrir de beaux duels. Il y avait cette rivalité, on revenait sur le contenu du match, mais vous avez raison. Cette saison, la saison dernière également, on parle souvent de... Il n'y a que ça, il n'y a que ça. problèmes. Il n'y a que ça. Il y a les problèmes d'élection au niveau des fédérations, où ceux qui veulent monter donc au pouvoir font monter un maximum de clubs. Vous regardez dans tous les championnats des sports co, vous avez un minimum 20 clubs. C'est énorme. Et il y a ce problème où avant, tous les sports collectifs, les joueurs jouaient par amour pour la discipline. Il n'y avait pas cet intérêt pour le... Bien sûr. À mon époque, où on jouait, moi je me rappelle en 1974, quand j'ai été honnête, il y avait ça commençait à travailler pour la réforme. On touchait, moi j'ai touché 350 dinars par mois. C'est une autre époque. C'est juste pour votre déplacement, pour votre transport, pour, je ne sais pas moi, prendre une bouteille d'eau après l'entraînement. Maintenant, c'est des salaires. Alors qu'ils n'ont pas droit d'avoir des salaires. Et on laisse cette situation ainsi. Tout le monde est au courant de la situation et personne ne veut intervenir pour dire on arrête les salaires ou on va mettre des critères pour les salaires. Qu'est-ce qui empêche, selon vous, Bdardine Bhadjouja, de passer à cette étape qui est pour tranquilliser un petit peu et le sportif et le dirigeant Écoutez, aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait redéfinir la politique sportive. Il l'a peut-être dit d'une autre manière, notre ami. Il faut redéfinir et puis dire ce qu'on veut faire de notre sport. Quelle est la place du sport national dans un contexte général économique, etc. Ça c'est du ressort des hautes autorités. Ensuite, par rapport à cette politique qui sera redéfinie, on doit, si vous voulez, faire sortir la stratégie. Et là, au niveau de la centrale, est-ce qu'on doit passer au sport de performance et au sport tel que les exigences d'aujourd'hui dans le monde entier? Tantôt, il parlait, notre ami, d'un petit pécule pour l'athlète. Aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas aller. Aujourd'hui, il faut passer au professionnalisme progressivement pour certaines disciplines. Il le faut. Si on veut avoir des médailles olympiques et des médailles mondiales, on doit passer au professionnalisme. Mais pourquoi on tarde à réagir? On tarde à réagir? Écoutez, pour réagir, il faudrait tout refaire, je pense. Enfin, tout refaire. Il faudrait redéfinir les objectifs du sport en tant que tel. Qu'est-ce qu'on veut de ce sport général. Qu'est-ce qu'on veut de ce sport? Qu'est-ce qu'on veut de ce sport? Et maintenant, si, ma foi, le côté politique disent que le sport, c'est pour la santé, faisons du sport pour tout le monde, faisons de l'animation pour toute la population algérienne, on gagnera peut-être sur un plan de médicaments, réduire le chiffre des médicaments, de l'importation des médicaments, etc. Mais il faudrait quand même siéger, réfléchir mûrement et puis définir la politique sportive. À partir de là, on définit une stratégie réelle au niveau de la centrale et suivra les mécanismes au niveau des fédérations. On a bien vu, et vous l'avez cité tout à l'heure, l'an dernier et cette année, on ne parle que de finances. Mais qui joue derrière ça? Il y a aussi le problème des présidents de fédération, je le dis sans rougir, qui veulent se maintenir, qui veulent faire 2-3 mandats. Donc, on augmente le nombre de clubs
par discipline pour avoir une place au niveau de l'Assemblée générale pour pouvoir accéder à des postes. Je suis désolé, il faut arrêter ce marasme pour passer à autre chose plus sérieuse. Voilà, on continuera d'en parler jusqu'à ce qu'il y ait... Rebondir. Un président de fédération qui aime sa discipline n'agit pas de la sorte. Ça montre que les présidents de fédération ne sont pas des gens qui défendent leur discipline. Quand on accepte... Pas toutes les fédérations. Pas toutes les fédérations. Oui. Certaines. Ils vont se reconnaître. Oui. Pas toutes, heureusement, ils se reconnaîtront. Mais quand on a un championnat à 24 clubs, c'est qu'on a décidé uniquement de sa personne, de son élection. Et le reste... Il n'y a pas d'autre raison. Voilà, on continue avec le volet pour donner les résultats de cette 7e journée de la Nationale 1. Messieurs, en musique, s'il vous plaît. Match, RMC incline à domicile face à Al-Qsar 1-7 à 3. Le RC Msila face à l'ASV Blida 3-7 à 0. Le RM Arzu 3-7 à 1 face à l'ES Bettiwa. Et comme on a vu, le Pokchlef 3-7 à 1 face au Mouloudia d'Alger. Le GS Messelmoun s'est incliné aussi à domicile 3-7 à 1 face au Wydad de Tlemcen. Le Wydad de Tlemcen d'ailleurs qui est leader de ce groupe avec 19 points alors que le RC Msila est dernier avec 2 points seulement. Voilà, belle rivalité là également, Nordinani, entre les clubs de l'Est dans le groupe A, Sétif et Oulad Redouane. On a eu une très belle empoignade qui est allée au tie-break pour Sétif face à Oulad Redouane. Le premier qui a gagné face au deuxième. Et Tejnant également, alors que dans le groupe Centre-Ouest, Lemsen qui domine devant Blida à 3 points de différence et le Moundia est 3e avec 13 points. Écoutez, j'ai remarqué ces dernières saisons que dans tous les sports, les équipes de l'Est ont une importance beaucoup plus grande que celle de l'Ouest. Si on parle de handball, regardez qui c'est qui domine. En volley, regardez qui c'est qui domine. Mis à part Tlemcen, parce qu'il y a une école de Tlemcen et il y a des gens derrière cette équipe de Tlemcen, mais sinon les équipes de l'Est... Basketball également, hein. Il y a Sétif, à l'Ouest, on n'a plus le coborant de... Donc, ça aussi, on devrait se poser des questions. Mais pourquoi? Question de culture Question et d'intérêt des finances. Comment les clubs de l'Est arrivent à se procurer des finances et pas ceux de l'Ouest? Ça, c'est une question que moi, je me pose tout le temps. Regardez, par exemple, en handball, il y a presque plus rien au niveau de l'Ouest, mis à part Wetlillet qui travaille un petit peu, Arze, mais sinon les grandes équipes ont disparu. En volley, c'est les équipes de l'Est qui ces dernières années dominaient. Il y avait Bolch-Barret, Jean Sétif, donc c'est... Peut-être parce qu'il y a plus de zones industrielles au niveau de l'Est. La question mérite... On devrait se poser cette question, mais pas à mon niveau, au niveau de la centrale, qui, elle, doit faire la politique sportive. Devrait s'inquiéter de cela. Pourquoi il y a une plus grande stabilité et une meilleure prise en charge au niveau des équipes de l'Est? Il y a un nouveau directeur au niveau de la centrale, c'est Hassani qui est directeur général. Oui, mais à lui seul, il ne peut rien faire. À lui seul, il ne peut rien faire. Il faut qu'il ait les coudées franches. Il faut qu'il ait les coudées franches et qu'il puisse parler de tous ces problèmes. Il y a énormément de problèmes dans le sport. Et on voit que depuis un certain temps, les directeurs centraux passent, mais rien ne change. Rien ne change. On quitte les sports collectifs pour parler cette fois-ci de sport individuel et sport olympique surtout. Le championnat national de judo par équipe à la salle Harsha, durant 2 journées, on a eu du très beau spectacle. Exactement, c'était organisé par la Fédération algérienne de judo et la Ligue algéroise de judo. Donc, comme vous l'avez dit, Mokhtar, ça s'est déroulé à la salle Harsha. Une compétition censée couronner les champions et permettre aussi à 2 équipes d'accéder au palais supérieur. Donc, plus de détails dans ce sujet. Pays était présent à la coupole.
Les participants s'affrontent dans différentes catégories de poids, allant du plus léger au plus lourd. La première journée du tournoi était réservée à la division 1. La victoire est revenue à l'équipe de Bahia Wahran, qui est venue à bout en finale de l'équipe de l'Harrach. الحمد لله يا ربي كمشتوا اليوم حققنا ابطال الجزائر حسب الفرق على المره الثانيه على توالي. اودي ليكيب كاع هنا الله يبارك قامت بمجهودات كبيره وهذا بعد تعب وقمنا به مع المدربين ومع كاع الستاف الله يبارك وان شاء الله مازال ان شاء الله الخير قدام. Chez les dames, c'est Bab Hssen qui remporte la mise. Le Mouloudia d'Alger se contentant de la deuxième place. الحمد لله اليوم قدرنا نحققوا المرتبه الاولى ابطال الجزائر المره الثالثه على التوالي. انا نقولها ونزيد نعاودها لانه حقيقه احنا بالنسبه لنا انجاز كبير كما شفتوا مع الفريق اللي كنا متحدين ما بيناتنا. انا نعيط له سوبر تيم دونك الحمد لله elles sont toutes jeunes ان شاء الله مازال الخير القدام. La deuxième journée était réservée aux équipes de deuxième division. Le titre est revenu au JC Constantine qui s'impose en finale face au MCA. Les deux équipes valident au passage leur billet d'accession au palier supérieur. المنافسة كانت مليحة، كانت فيها منافسة جد قوية والحمد لله بفضل التحضيرات اللي قمنا بهم ورئيس الفريق وفر لنا الامكانيات الماديه والمعنويه. الحمد لله ربي وفقنا وتعبنا ما راحش هكاك والحمد لله يا ربي. La Fédération algérienne de judo elle a organisé ce championnat d'Algérie par équipe en début d'année. On s'est habitué à des manifestations internationales. Il y a eu les Jeux arabes, les Jeux méditerranéens, les championnats d'Afrique, le Open d'Alger qui sera bientôt à Alger, qualificatif aux Jeux Olympiques. Donc sur le plan organisationnel, la Fédération algérienne a été toujours présente et prête. Alors, belle ambiance à la salle Harsha Hassan à l'occasion de ce championnat national par équipe. On vient d'écouter Yassine Sellini, le président de la Fédération algérienne de judo, de parler surtout des objectifs à venir, à savoir les Jeux Olympiques et surtout le tournoi qualificatif qui aura lieu ici à Alger avec un chef de file qui a pour nom Driss Messoud, champion méditerranéen au rang et qui est dans les rangs du Paris Saint-Germain, donc qui se prépare activement pour ce rendez-vous, pour les deux rendez-vous. Ce jeune est pétri de qualité et j'espère qu'il va décrocher sa place au JO 2024. C'est quelqu'un qui peut aller très loin. Mais maintenant, s'il est qualifié, moi je pense qu'il va quand même gêner pas mal de grands athlètes, de grands judokas mondiaux. Voilà, on attend la médaille olympique de la part des judokas Nordine Hani qui échappe à cette discipline depuis Pékin 2008. Absolument. Avec Beni Khalaf et Soraya Haddad. Les judokas, le judo a de tout temps donné des résultats sur le plan continental. Mais sur le plan mondial ou pour les Jeux Olympiques, il manque quelque chose pour ce judo. Il manque quelque chose. Pourtant, on a une instance du judo qui est un monsieur du judo qui est dans les instances internationales. C'est Belmerija, qui a été président donc, de la fédération algérienne. Donc on a eu Salima Swakri, on a eu beaucoup de grands noms dans le judo. Il manque un petit quelque chose. Je me rappelle à l'époque, les judokas, avant les compétitions, ils partaient en stage, dans des stages fermés, notamment en Chine, à Tongri, il y a des années de cela, où ils restaient pendant un mois. Ils se nourrissaient que de riz, ils avaient un système. Le judo, ça demande beaucoup de privation, beaucoup de sacrifices. Et je pense que c'est juste, il manque un petit détail pour le judo algérien pour pouvoir atteindre une médaille olympique.
Voilà, en tout cas, l'organisation y est dans cette discipline. Un autre sport olympique, le premier, l'athlétisme, avec le début de la saison en piste. C'est vrai que le cross a débuté il y a que 2 semaines de cela, 3 semaines. C'est ça. Et cette fois-ci, place à la piste, mais avec des distances olympiques et non intermédiaires. Avec des Quelle distances raison, oui. olympiques. Écoutez, nous sommes dans un pays chaud. L'Algérie, il pleut pas beaucoup, il neige pas, donc pourquoi pas directement rentrer dans le bain des épreuves olympiques. Ça, Pour réaliser des minima surtout. Mais oui, c'est tout à fait normal, d'une part. D'autre part, il faudrait rappeler quand même qu'il reste encore 6 challenges de cross à réaliser. Le prochain, ça va être El Mokrani, BBA, donc à Bourj Bararij, le 13-1 2024. Or, la compétition hivernale piste a débuté avec la Ligue d'Alger, avec l'organisation de ces compétitions de la Ligue d'Alger. Et il faut rappeler que 3 bonnes performances qui ont été réalisées lors de cette compétition. Je commencerai par Ben Hamouda Smaïl, sociétaire du SSM, qui réalise 19 minutes 43 64 centièmes aux 5 km marche. C'est 1000 mètres marche. Sidi Mohamed, c'est ça? Oui, c'est ça. Tatar Zahra du CRB. Alors, le CRB revient en athlétisme. C'est une très bonne nouvelle. Le CRB qui a donné des athlètes de haut niveau, des Olympiens et des mondiaux, tels que les 2 Sakhri, etc. Rappelez-vous. Hasib Aboul Marqa était au CRB. Aboul Marqa aussi. Donc, le CRB revient avec cette année. Avec un petit coucou à Abdelnour Belkhair, Cheikh Brahim. Oui, effectivement. Qui revient avec cette section. Et je me réjouis. C'est une très, très bonne chose. Excusez-moi, mais il revient en athlétisme, il revient aussi en natation. Oui, on les a vus en natation, donc, mais récemment, l'athlétisme qui a réouvert sa section. Le CRB qui était, si vous voulez, qui était consacré rien qu'au football, revient. S'intéresse à ces disciplines qui sont quand même, qui ont donné à l'Algérie. Et c'est une bonne chose de le souligner. Bah oui, on vient de le faire et c'est tant mieux. Donc Tatar Zahra, qui est sociétaire cette année au CRB, elle réalise une performance de 64 mètres 44 au lancer du marteau. C'est une très très bonne performance. Elle qui a eu l'or aux Jeux arabes. C'est ça. Et puis elle lance pour la première fois pendant la saison. 64 mètres, ce n'est pas rien. Nous avons une 3e bonne performance, c'est celui des U20. C'est Khetel Younes qui réalise sur la même épreuve, c'est-à-dire le lancer du marteau, 62 mètres 85. Il est sociétaire du CRC. Voilà les 3 bonnes performances de cette... En plus, il y a eu beaucoup de pluie ce jour-là. Oui, il a plu, il y avait du vent, etc. Donc c'est de bon augure. Moi, je signalerai quand même que c'est l'une des fédérations qui organise beaucoup de compétitions, que ce soit sur route, que ce soit les crosses, les challenges. Chez les jeunes, chez les plus jeunes, même les écoles. Donc c'est une fédération à encourager. Elle organise beaucoup de compétitions pendant l'année. C'est possible de voir cette saison des jeunes qui réaliseront, Inch'Allah, de bonnes performances en prévision des grandes échéances, pourquoi pas les Jeux Olympiques? Oui, en dehors des Sedjati et Moula et comment il s'appelle, le sauteur, par exemple, Triki, oui, je pense qu'il y aura encore de la place pour les JO pour certains jeunes. Une équipe de 4x4 peut-être également? Je ne sais pas si ça se prépare, parce que le 4x400, c'est une autre philosophie de préparer des JO. Nous avons le potentiel. On l'a montré déjà en 1997 lors des Jeux méditerranéens. On avait battu les grandes équipes, l'Italie, la France, etc. Personne ne s'y attendait. Voilà, et c'était un grand exploit. Avec les 2, le Wahla, Hassini Adam et Talhaoui, Kamel, qu'on salue au passage. Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on a de grands athlètes au niveau du 800 mètres, mais aussi sur 400 mètres. Nous avons au moins 3 athlètes à moins de 46 secondes. C'est ça, donc c'est de bon augure. Maintenant, reste la préparation et puis la programmation au niveau des JO de 2024 à Paris. Tout dépend le programme. Maintenant, si, par exemple, le 4x400 devance une finale de 800 mètres, ça va être difficile. On souhaite que de bons résultats pour les sportifs algériens. Comme ça, on ne parlera plus, Nourdine Hani, de problèmes financiers et surtout de
Résultat, on va faire, une fois n'est pas coutume, et on va s'habituer durant un mois, de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc en Côte d'Ivoire, le 11 national se prépare. Sidi Ahmed Bouraïb, aujourd'hui, dernière séance au lieu de stage à Togo, la 7e et la dernière. Exactement, et l'équipe nationale qui se trouve au Togo depuis le 1er janvier a effectué ce lundi son dernier round d'entraînement au stade principal de Lomé en prévision bien sûr du match amical de demain face au Burundi, le deuxième et dernier match de préparation avant de s'envoler mercredi pour Bouaké où la sélection nationale prendra ses quartiers. La séance a vu la présence de tous les joueurs, Mustafa Zarba, Tougaï et Rami Zerrouki ayant rejoint le groupe. Et Raïs Boulhi qui a repris après sa petite blessure l'entraînement et l'intégration, vous venez de le dire, de son compère Mustafa Zarba, arrivé hier après avoir été rappelé par le sélectionneur national. Contrairement au handball, Nordin Hani, là la stabilité y est. On attend que le résultat, Inch'Allah, et que la mayonnaise prenne entre ces individualités, puisque en matière de groupe, on n'a pas encore vu ce groupe avec lequel on peut fixer des objectifs de gagner le titre, par exemple. Écoutez, vous savez, je pense que tout le monde a retenu la leçon de 2022. Élimination au premier tour, non-qualification à la Coupe du Monde. On avait été champion d'Afrique en 2019. On est resté sur un nuage et donc on ne s'est pas préparé convenablement. Tout le monde a appris la leçon, que ce soit Belmadi ou que ce soit les joueurs, puisque la majorité ont fait déjà la Coupe d'Afrique. Je pense que là, on s'est bien préparé. On a fait une préparation dans un pays qui ressemble un petit peu à la Côte d'Ivoire. On va mettre les joueurs dans des conditions spéciales, puisqu'ils vont être dans un hôtel qui est à 5 minutes du stade, contrairement aux autres clubs qui vont être dans des centres. Donc l'État a mis les moyens pour cette équipe nationale. On a des joueurs qui sont très cotés, que ce soit au niveau européen ou autre, très connus. On ne va pas les citer tous. On a un amalgame maintenant une osmose entre les anciens joueurs et la nouvelle génération, l'image des Chaibi, des Amoura, et qui peuvent constituer un bon groupe. Donc je pense que tout est positif de notre côté, mais ça reste une Coupe d'Afrique et toutes les équipes se qualifient. Le premier match contre le Angola, ça va être le match le plus important. Il va falloir le gagner. Et après, je pense que rien ne pourra les arrêter. 3 matchs au premier tour, Sidi Ahmed Bouraïb, ça sera le 15, donc 2 jours après l'ouverture. Le 15, ça sera face à l'Angola, donc baptême du feu de notre équipe nationale. Ça sera ensuite le Burkina Faso, peut-être l'équipe la plus difficile pour notre sélection. Avant d'enchaîner avec la Mauritanie, on rappelle que les deux premiers, on rappelle que les 2 premiers se qualifient directement pour les 8e de finale, ainsi que les 6 meilleurs 3e. Voilà. Donc ça c'est pour le groupe. Est-ce qu'on est dans le même état d'esprit, j'ai envie de dire, que l'année où nous avons décroché le titre inattendu d'ailleurs en 2019, le Dardenne? Moi je pense que si. Moi, personnellement... Même si Belmadi cache un petit peu son jeu par rapport à 2019? Forcément, il ne faudrait pas qu'on en parle trop. C'est-à-dire, je parle de la situation et dire on va ramener la coupe ou arriver en finale, etc. Moi, je pense que les ingrédients sont là. Il y a une bonne ambiance. Tout le monde est rentré dans l'ordre. Le stage a démarré, la préparation a démarré à temps, avant d'autres nations. Les moyens sont mis en place aussi. Ils se sont mis dans un hôtel où personne ne peut rentrer. Donc les ingrédients sont là. Moi, je déplore certaines personnes dans certaines chaînes que je ne vais pas citer qui tombent sur le sélectionneur. Je ne vois pas. Il nous a donné satisfaction en 2019. Il a fait 34 ou 35 matchs sans défaite. Faisons confiance. Et puis,
par déontologie, un technicien sur un plateau ne peut pas critiquer un autre technicien. On ne peut pas juger un autre technicien puisque beaucoup de paramètres nous échappent aujourd'hui. On ne vit pas avec ce groupe. Vous savez, le plus important sur le plan mental, il se passe beaucoup de choses dans un championnat de longue durée, peut-être un mois. Donc, il se passe beaucoup de choses en dehors du rectangle vert. La vie interne dans cet hôtel, comment elle va être? Comment il va préparer psychologiquement? Est-ce qu'il y a une symbiose entre les joueurs? Est-ce qu'il y a une interaction, l'interagir entre les joueurs et le sélectionneur, entre les joueurs et le staff médical? C'est très important. Pour réussir aujourd'hui, il y a plusieurs exigences et je souhaite à cette équipe de réussir, d'aller le plus loin possible. On restera certainement derrière notre équipe nationale. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est un événement qui a grandi au fil des éditions et des années et qui occupe une place importante dans le calendrier de la FIFA, Nordine. Écoutez, si vous regardez le championnat d'Afrique, dans la plupart des nations, c'est les meilleurs joueurs qui opèrent en Europe. Ouais. Vous regardez l'Égypte avec Salah, ouais. Vous regardez Sadio Mané, Sénégal, vous regardez Mahrez Ben Nasser, ouais. Qui est un joueur incontournable en Italie. Donc c'est normal que maintenant tout le monde s'intéresse à cette Coupe d'Afrique, parce que les meilleurs joueurs européens sont dans ces équipes. Ils sont là et ils font le spectacle. Ça va être très difficile pour notre équipe nationale parce que beaucoup d'équipes visent ce titre. Il y a la Côte d'Ivoire qui reçoit chez elle, il y a le Nigeria, il y a le Maroc, il y a beaucoup d'équipes sont intéressées pour décrocher ce titre. Mais moi je pense que 2022 va servir énormément à 2024. Parce que Belmadi a vécu les deux choses, la joie et la déception. En 2019, personne n'attendait l'équipe nationale. Personne ne l'attendait. Seul Belmadi a dit on va pour remporter la Coupe d'Afrique. Et tout le monde avait rigolé à l'époque en disant mais de quoi il parle celui-là? Et il a eu la Coupe d'Afrique. Ouais. Et après, il y a eu des changements au niveau de la fédération. Très bien. Au niveau des têtes pensantes de la fédération. Il y a eu beaucoup de grabuge. Et donc, il a perdu sa protection. Il a perdu sa protection. Tranquillement en tant que technicien. Il a fait une préparation au Qatar, alors qu'il n'aurait pas dû la faire au Qatar. Beaucoup de choses se sont passées. On a reçu la gifle. Et des fois, c'est bien de recevoir des gifles. Elle est venue au bon moment. Elle est venue au bon moment. Il a été maintenu. C'est bien qu'il soit maintenu. Oui. Parce que dans un autre pays... Il avait un projet. Mais c'est ça. Mais bon, il est venu avec un projet. On parlait d'un entraîneur de handball qui prend une équipe à un mois. Là, ça fait quand même des années que Belmadi, il est connu, il est beaucoup estimé par ses joueurs. J'ai vu comment il se comportait avec les joueurs, comment il les respectait et il se faisait respecter. Donc on a tous les ingrédients. On a des joueurs. Mahrez a fait les beaux jours de City. Ben Nasser, lorsqu'il s'est blessé, ça a été la catastrophe pour Milan. Et puis on a Bessabaini, comment il s'appelle, qui ne veut pas vieillir, l'avant-centre, donc qui a marqué le but. Non. Slimani, qui va jouer, qui n'a pas voulu aller jouer dans les pays du Golfe. Il a été joué au Brésil, dans le pays du football. Ouais. Vous avez un petit Amora qui est convoité il est convoité par beaucoup de clubs ailleurs. Chaibi, c'est pareil. Même les anciens, à l'image de Froli, c'est quand même... Je pense qu'il ne doit pas dormir, Belmadi, pour faire son équipe. Il a tellement d'éléments, tellement de joueurs qu'il va falloir longtemps réfléchir pour mettre le 11 rentrant. Donc je pense que cette fois-ci, c'est de bon augure. Ils sont très concentrés. Il est lui aussi très concentré. Le nouveau président de la fédération, c'est quelqu'un qui lui a mis tous les moyens. Ouais. C'est comme ça qu'on lui a donné carte blanche pour bien travailler. C'est comme ça qu'on peut réussir. Ouais. Moi, je voyais parler
de critiques et tout. Moi, je voyais sur les réseaux sociaux où quelqu'un montrait un hôtel où il disait qu'il n'y a que 3 semaines qu'on a commencé la construction, il risque de tomber cet hôtel, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Le négatif. Et hier, je regardais donc une émission à télé, l'hôtel, il est magnifique l'hôtel. Flambant neuf, oui. Il est magnifique. Donc vous voyez tous ces problèmes, mais ces problèmes, ça ne changera jamais. Non, mais quand ça vient d'un sédentaire qui n'a pas fait du sport ou qui n'a pas été responsable, entraîneur, ça se comprend. Par contre, quand ça vient d'un technicien sur un plateau, je suis désolé, on n'a pas le droit de juger les gens. Oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire. Encore moins, nous les journalistes, nous n'avons pas, il faut le rappeler, le droit de donner un avis, mais des commentaires basés sur des faits réels, sur des gestes. On n'est pas des donneurs de leçons, mais c'est ça. Oui, il faut attendre la fin pour faire son bilan. On a été éduqués sur ça. Nous, on fait des bilans avant le début de la compétition. Le bilan, on le fait à la fin de la compétition. À la fin de la compétition, qu'on vienne à s'asseoir à table et qu'on dise voilà, ça n'a pas marché, ça a très bien marché, c'était bien, c'était pas bien. Mais nous, on parle déjà avant que la compétition ne commence. Et donc, c'est vraiment malsain. Pour moi, c'est malsain. Et on rappelle que les fidèles téléspectateurs de la télévision algérienne auront droit à 17 matchs sur les 52 de la Coupe d'Afrique des Nations retransmis sur la chaîne nationale terrestre avec un programme également qui va couvrir l'ensemble de la Coupe d'Afrique des Nations avec 3 directs sur la chaîne nationale terrestre le matin, l'après-midi et le soir. Et sur Canal Algérie, vous aurez droit, Inch'Allah, à une spéciale après les journaux télévisés de 19h, sans oublier les 3 rendez-vous habituels, Canal Foot dimanche 21h, 52 chrono lundi à 18h et Weekend Sport jeudi à partir de 21h. Voilà pour les rendez-vous. Et dans l'émission de Lilia Belkhaled, vous retrouverez dimanche pour une spéciale Coupe d'Afrique des Nations durant une demi-heure Mohamed Haouchine et Nordine Hanni. Lundi, vous venez de l'apprendre, ça sera avec Lilia Belkhaled. Vous le ferez certainement avec grand plaisir. Lundi après-midi avant de renouer avec le plateau de 52 chrono l'après-midi, quelques moments plus tard. Dernier mot sur cette Coupe d'Afrique des Nations, peut-être, Sid Ahmed Bouraïb. Oui, en 2022, l'équipe est allée au Cameroun avec le titre de champion qui vient défendre sa coupe. Oui. Donc ça a sûrement eu un impact. Un peu, la pression était grande beaucoup sur la tête des joueurs. Ouais. Cette année, il y aura pas cette pression. Ils vont jouer libérés. La pression, elle est peut-être chez les Sénégalais cette fois. Et il y aura plus de 2000 supporters qui feront le déplacement. Exactement. Je l'espère bien. Et puis, on est tous derrière cette équipe. Je rajouterai un truc, c'est que réellement, en 2022, il y a eu des choses qu'on n'a pas assez dites bien peut-être. Géré. Par exemple, la Covid, plusieurs joueurs étaient quand même atteints de Covid, etc. Sont passés par là. Donc attention, c'est pas pour dire que pour des prétextes, non, c'est juste pour dire que ça ne s'est pas déroulé comme on le voulait. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Inch'Allah, on va croiser les doigts pour notre équipe nationale. On va rendre l'antenne pour le journal télévisé. Un dernier message. Donc j'ai appris hier. Le chargé de communication du Handball Club d'El Bia, qui était venu ici la dernière fois, donc Nazim Khouja, a eu un terrible accident de voiture. Il est sorti vendredi de l'hôpital, donc ça va un peu mieux. Donc voilà. Prompt rétablissement à notre ami chargé de com de l'équipe d'El Biar. Voilà. Merci les amis, merci à toute l'équipe du studio numéro 2, merci à Saïd Bouhdjoum, à Radia Chabia, et on se retrouve lundi prochain.